Imaginez-vous que c'est la première fois que je fais ça dans ma vie. Il y a des gens qui m'ont demandé, que j'aime beaucoup, comme Madame Best, qui m'ont demandé est-ce que je voudrais faire des conférences à Genève. Et j'ai jamais fait de conférence pour le public, parce que je suis une bête, si j'ose dire, institutionnelle. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé en conférence, puis c'était toujours où il y avait des gens, si j'ose dire, qui me payaient pour ça. Et là, j'ai dit pourquoi pas. Et donc, c'est la première fois que c'est une conférence organisée, ou des conférences organisées, puisqu'il y en a deux, où les gens viennent s'ils veulent. Vous voyez, ils ne sont pas envoyés par leur boîte, ils sont envoyés s'ils veulent, et ils me posent les questions qu'ils veulent. Et donc, j'essaye de faire, là, c'est que je m'explique pendant 5 ou 10 minutes sur les choses dont je pense qu'elles sont vraies, qui gèrent un peu ma vie. Et puis ensuite, je demande aux gens de me poser des questions pour savoir ce qu'ils pensent. Ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que j'ai lancé cette chaîne avec ma fille il y a 3 ou 4 ans, je suis arrêté très souvent dans la rue par des gens, et d'ailleurs 80% du temps, aussi curieux que ça paraisse, c'est par des gens issus de l'immigration. Et je crois que le peuple en France souffre énormément, mais énormément, que plus personne ne lui parle. Plus personne ne lui parle. Autrefois, si vous voulez, on pouvait dire tout ce qu'on voulait de Gaulle, de Pompidou, voire de Giscard, c'est qu'ils parlaient aux gens, ils essayaient d'expliquer ce qu'ils faisaient, ils essayaient de comprendre ce que les gens voulaient, etc. Là, on a l'impression que cette espèce de classe dirigeante, elle dit, écoutez, nous on est compétents, vous êtes idiots, donc laissez-nous faire et surtout ne nous cassez pas les pieds. Quoi. Qui se proclament élite, mais ils sont élites parce qu'ils savent faire tourner un tableau Excel, mais ils comprennent rien à ce qu'ils font. Donc il y a plus du tout ce lien presque charnel qui existait autrefois entre ceux qui avaient été élus. Et autrefois, il y avait ce lien qui existait par exemple avec les maires, mais les maires, on est en train de leur enlever tout leur pouvoir, donc ils n'ont même plus, dans leur ville, s'il y a une fuite d'eau, ils ne savent même plus à qui s'adresser. Donc on a une espèce de rupture totale entre cette classe dirigeante qui ne dirigeante que par accident, si je veux dire, et puis les vrais gens. Et donc moi j'essaie de voir, je ne sais pas pourquoi je le fais d'ailleurs, parce que moi j'ai pas d'ambition, j'ai rien du tout, mais je me dis, il faut que quelqu'un leur parle à ces gens, quoi. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. Oui. J'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport aux 2 référendums qui ont été déposés à la Chambre constitutionnelle et qui ont été rejetés comme un vulgaire papier à toilette. Qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude? Si vous voulez, là, là, on retrouve toujours la même chose, c'est que quand moi je propose qu'on institue le référendum d'initiative populaire en France ou des choses comme ça, ce qui me paraîtrait une excellente idée, vous n'imaginez pas la fureur dans ces classes dirigeantes parce qu'ils ne veulent pas. Je crois que ce que j'essaye de dire aux gens, je vais le dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, il y a une notion dans l'Église qui est assez forte, c'est la notion du bien commun. C'est-à-dire, en principe, on s'attend à ce que les gens qui nous gouvernent pour le bien commun. C'est à eux de le définir, mais enfin... Or, aujourd'hui, ces gens-là ne gouvernent pas du tout pour le bien commun, ils gouvernent pour leur bien à eux. Partout dans le monde, vous avez une montée de cette espèce de classe managériale, et qui a délégué ces gens. Et cette classe managériale se retrouve partout au pouvoir, mais elle n'a plus de lien avec, encore une fois, la population en dessous. Vous regardez par exemple une carte qui est sortie, je crois, dans les Échos il y a à peu près quelques mois, et vous voyez les résidences secondaires de cette classe managériale. Eh bien, c'est toutes les côtes, comme ça, vous descendez, et puis ça remonte de la Méditerranée vers la Savoie, là où il y a les stations de ski, et il n'y en a plus un qui a une résidence secondaire à Limoges, ou dans la Creuse, ou dans la Corrèze. Donc, ils se voient à Saint-Tropez, ils se voient à Londres, ils se voient à Paris, ils se voient à New York. Ils ont plus l'idée de ce que c'est la France, ils ne savent pas ce que c'est que la France. Et d'ailleurs, ils ne l'aiment pas. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'il y a un président qui n'aime pas la France. Un roi d'habitude, un roi ça aimait son pays. Il en était fier. La France existait avant les traités européens. La France existait avant la République. Et pendant 2 ou 3 siècles, on nous a expliqué que la France avait commencé en 1792, mais elle existait avant. Et maintenant, on nous explique qu'elle a commencé en 56 avec le et qu'elle n'a pas d'histoire et qu'il n'y a pas un vécu extraordinaire, une civilisation extraordinaire. Donc, moi, je trouve que les nations, c'est une réalité, l'Europe, c'est une foutaise. Enfin, je veux dire, l'Europe, c'est une civilisation, la France, c'est une nation. Et une nation, c'est pas du tout la même chose qu'une civilisation. Est-ce qu'on peut dire que cette caste qui dirige,
aurait le mépris du peuple et en même temps, comme dirait l'autre, bien on prend ce terme, peur aussi du peuple. Ah ben, ils ont à la fois peur, mais ils ne le méprisent pas. Ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. C'est ce que dit Brigelli, là, qui a publié son livre sur l'éducation nationale, la fabrique du crétin. Quand vous voyez les traités de Lisbonne, etc., qui ont été faits à la fin de 1997-98, vous avez quelque chose de très étonnant, c'est que le but de l'Europe, c'est de créer des systèmes éducatifs où vous avez à peu près 10% qui sont les cadors là-haut, qui deviendront la classe managériale, 40% de cadres moyens, et puis 50% qui doivent être des crétins et emmerder personne. Donc c'est curieux parce que notre système d'éducation français, c'était d'aller de, je sais pas où, à Alès ou j'en sais où, et de faire sortir Jean Jaurès, et puis de faire sortir Camus, de faire sortir des... Là, c'est plus du tout le cas. Sur toute cette classe dirigeante en France, donc qui a fait l'ENA, qui a fait Polytechnique, qui a fait Sciences Po, vous savez, qui a fait 4 ou 5 écoles comme ça, ils viennent de 40, j'en ai un enfant à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui arrive de la Provence profonde, qui vont nous donner un Camus, un Jaurès. Elle est complètement auto-entretenue, c'est-à-dire qu'ils se marient entre eux, ils se marient avec les médias, et donc on a une espèce de classe qui est complètement hors sol, et il n'y a plus personne qui arrive du vrai monde. C'est bizarre. Ben, je ne sais pas si ça ne veut pas durer, mais ce qu'il y a de certain, c'est que comme ils sont chargés de répondre aux défis actuels et qu'ils n'en sont pas capables, les défis ne vont devenir que de plus en plus graves, quoi. Et donc les problèmes deviennent de plus en plus lourds. Et prenez quelque chose comme, je ne sais pas, là, simplement le service de la dette qui devient absolument extraordinaire, la dette française. Bon, il y a un moment où on ne pourra pas payer, puis c'est tout, quoi. Mais je ne sais pas ce qui va se passer à ce moment-là. Donc on arrive à la fin d'une période où, oui, ça risque de s'arrêter, quoi. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Mais partout, quand je parle aux gens, partout, ils ont tous la sensation qu'il va se passer quelque chose de grave. Vous savez, dans le système financier, vous pouvez acheter 2 choses. Et seulement 2 choses. Vous pouvez acheter ce que j'appelle des contrats. C'est-à-dire, si vous achetez une obligation de l'État français ou de l'État suisse, c'est un contrat que vous avez avec l'État suisse, vous prêtez de l'argent, il vous perd un intérêt, il vous le rendra à la fin. C'est un contrat. Et vous pouvez acheter une part de propriété. Vous achetez des actions Nestlé, c'est une part de propriété. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la structure contractuelle de l'État, etc., qui est garantie par l'État, si l'État s'effondre, va s'effondrer. Donc, vos actions Nestlé, elles sont toujours à vous. Mais il n'est pas certain que les obligations françaises que vous aurez achetées seront remboursées dans la même monnaie, ou qu'ils ne vont pas vous enlever, vous piquer les 2 tiers, ou n'importe quoi. Donc, ce que j'essaie de dire, aussi curieux que ça paraisse, c'est si vous avez des économies, mettez-les 100% en actions de sociétés qui n'ont rien à voir avec les États. Sinon, il y en a qui disent qu'il faut mettre dans l'or. Vous pouvez avoir de l'or aussi. C'est une autre façon d'avoir... Parce que l'or est le seul actif qui ne soit au passif de personne. Comme ils vont sauter parce qu'ils ont des passifs trop lourds, c'est pas idiot d'avoir de l'or, oui. Bien, merci M. Gave. Merci. Ce sera avec plaisir qu'on vous recevra très prochainement sur le plateau d'Agora TV. Merci beaucoup. On est d'accord, on se revoit bientôt? Vous m'envoyez un email. Eh bien, ça sera fait. Merci beaucoup. Que les 2 tiers du monde, c'est-à-dire tout ce qu'on aujourd'hui, il y a le Global West, c'est nous, et puis le Global South, c'est eux, c'est tous les autres, vous savez. Et ben, le Global South, c'est en train de dire vos histoires, ça ne m'intéresse pas du tout, j'en veux pas. Donc on a le Global West qui est en train d'expliquer que comme dans les 500 dernières années, c'est toujours eu qu'on donnait les ordres, il ferait bien de les suivre. Mais le Global South, il dit on ne vous suit plus, vous avez de plus crédible. L'un de mes associés est allé invité par Al Jazeera au Qatar il y a 15 jours ou 3 semaines, où ils font une espèce de grand congrès annuel où ils invitent tous les gens de la région. Donc il y avait des Turcs, il y avait tout le monde, il y avait tous les rayons de la région, les Indiens, il y avait tout le monde. Il était le seul blanc invité. Vous remettez tout ça ligne. Ça veut dire que pour ces gens, pendant 500 ans, on a été les sachants. Les gens, quand ils avaient besoin de... On avait les meilleures universités, les meilleurs esprits, on était les meilleurs. Et d'un seul coup, ils nous perçoivent comme des crétins. Et dangereux. Car armés. Et donc, c'est un bouleversement profond. Donc, pour revenir à votre question, que vous avez posée tout à l'heure, cette classe est en train d'essayer d'allumer des conflits dans tous les sens et de créer des drames économiques, simplement pour pouvoir nous gouverner contre tous les principes sacrés qui nous réunissent, c'est-à-dire le droit des gens. Donc oui,
il y a une classe criminelle qui est au pouvoir. Voilà. Moi, j'y peux rien. Hein. Enfin, il me semble que l'évidence est de plus en plus forte. Hein. Mais vous avez tous rigolé. C'était l'ordre américain qui est établi après 1945. Bon, cet ordre américain est en train de s'écrouler. Tous les signes sont là, si vous voulez. Mais bon. Donc, ça va être remplacé par quelque chose d'autre. Mais on rentre dans une période, c'est ce que j'ai dit là, hier, j'ai dit, bon, vous vous endormez en 1790, vous vous réveillez en 1830, vous comprenez rien. Le monde a changé, la Révolution française, tout ça. Vous vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous comprenez rien. Vous vous endormez en 1990, vous vous réveillez en 2030, vous comprendrez rien. Déjà, l'Union soviétique a disparu, je ne sais pas si vous savez. Donc, la stabilité des institutions humaines en période capitaliste, c'est à peu près 70 ans. Vous avez 70 ans d'ordre quand le vainqueur établit son ordre, puis ensuite, au bout de 70 ans, ça craque de partout et ça pète. Et donc, on a 30 ans de merdier devant nous. Mais c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on va redevenir libre. Ce que tu vas dire aux gens, c'est que cet ordre américain, pour se maintenir, il était en train de tuer nos libertés les unes après les autres. Il s'était présenté comme défenseur des libertés, maintenant il en est exactement l'inverse. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est enfin une bonne nouvelle, on va redevenir libre. On va ramasser des coups plein la tête, mais c'est pas grave. C'est comme les gars, quand l'Union soviétique est tombée, les gars qui étaient en Russie, ils n'étaient pas mécontents. Parce qu'ils retrouvaient la liberté. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Oui ? Est-ce que ça veut dire qu'au niveau financier, la fin du pétrodollar, la fin de tout ça, on devrait anticiper même éventuellement un effondrement du dollar et même une hyperinflation C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. J'ai beaucoup écrit là-dessus, dans mes vrais travaux, qui ne sont pas... Enfin, l'Institut de Liberté, j'essaie de présenter une version... Et donc oui, il est tout à fait possible. Et donc tous les contrats basés sur cet ordre juridique américain ne valent rien. C'est-à-dire qu'avoir des obligations en Europe, aux États-Unis, ça vaut rien. Ça vaut zéro. Vous ne devez avoir que des parts de propriété. Et des gens qui n'ont aucun rapport avec l'État. C'est-à-dire que vous êtes un jeune Allemand, vous êtes en 1920, vous avez survécu à la Première Guerre mondiale, vous avez eu du pot. Vous voulez faire votre retraite, vous achetez des obligations, la monnaie allemande disparaît 2 fois. Ça vaut 0. Boum. Vous achetez de l'immobilier, c'est raplati, il ne reste plus rien. Vous achetez de l'or, on vous met dans un camp de concentration parce que c'est pas permis. Vous achetez IG Farben, Deutsche Bank et Mercedes, et vous prenez votre retraite tranquillement. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans ces périodes-là, il faut être dans un machin qui est peut-être extrêmement volatile, mais qui est à vous, qui n'est pas basé sur un ordre juridique qui va disparaître. Donc vous ne devez avoir que des actions. C'est vrai que oui. ou de l'or. Ou de l'or. Dans le fond, ce que vous essayez de dire, c'est que pour vous, la démocratie, c'est l'exercice de votre liberté. C'est ce que vous essayez de dire. Que dans le fond, comment vous exercez votre liberté au mieux possible. C'est ça la question ? Oui, c'est un peu ça. C'est ça. Vous faites une adéquation démocratie-liberté. La participation à la vie politique, à la vie de la société. Alors, Milton Friedman avait une remarque que j'avais trouvée très profonde, qui a beaucoup réfléchi sur les problèmes, justement, de tous ces problèmes-là. Il disait, dans le fond, la liberté pour un homme peut s'exercer dans 3 domaines. Il y a la liberté économique, vous pouvez créer votre boîte, embaucher des gens, les virer, vendre, trouver des clients, faire faillite, enfin des trucs passionnants. Donc ça, c'est la première liberté. La deuxième, c'est la liberté sociale. Donc vous pouvez avoir, aller à l'église, faire aider vos enfants dans une école chrétienne, toute une série de libertés comme ça. Et la troisième, c'est la liberté politique. Et la liberté politique, c'est donc de vous présenter aux élections, d'être élu, de faire battre les gars, etc. Et Milton Friedman disait, je préfère toujours vivre dans un pays où il y a les 2 premiers que dans un pays où il y a le 3e et où il n'y a pas les 2 premiers. C'est-à-dire, il y a un pays comme la France, qui est un pays où il n'y a plus de liberté économique, il n'y a plus de liberté sociale, et on vous fait une espèce de copie de démocratie, alors que vous avez un pays aussi curieux que ça paraisse, Singapour par exemple, où vous avez une liberté économique totale,
une liberté sociale importante, des juges qui font leur boulot. Et quand on vous parle de liberté politique, on vous dit si ça vous fait rien, revenez dans 30 ans. Je sais pas, parce que si vous avez des défis extraordinaires comme ceux de la Chine, ou comme, faut pas oublier que Singapour en 1960, les gens mouraient de faim. Donc le problème, c'était pas la démocratie, c'était de nourrir les gens, qu'il y ait quelque chose dans le frigidaire qui n'existait pas. Donc si vous voulez, si vous avez des gens qui veulent développer leur pays et le faire sortir du misère noire, est-ce que faire l'économie de la partie... c'est-à-dire que les gens avaient le droit de voter à Singapour, hein, ils avaient le droit de voter pour le parti au pouvoir. Oui. La Suisse, c'est pas plus mal. Vous avez deux endroits, vous avez quand même une grande liberté économique, une grande liberté sociale. Les juges sont à peu près complètement honnêtes. Et vous n'êtes pas sous la Cour de justice européenne, hein, sinon vous pourriez vous plaindre. Et puis vous avez une certaine moyen d'intervenir qui est par les référendums. Nous, on n'a aucun moyen. Rien, zéro. Je vous donne un exemple, le président de la République actuelle, il était ministre de l'économie, il a négocié la vente de Alstom aux Américains, et bien General Electric, et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il a forcé Alstom à payer 900 millions d'euros de notes à des banques d'affaires, à des avocats, etc. Et ces 900 millions d'euros se sont trouvés après dans sa campagne, et tous ces gars-là ont travaillé pour lui. Et Marlex, député, qui a fait une commission d'enquête, qui a donné toutes les preuves de la corruption de Macron au principal magistrat français, et ça fait 5 ans que le dossier reste sur son bureau, qu'il n'ouvre pas. Bonsoir. Pour rester sur le terrain politique, nous sommes aux portes de Genève, Oui. étant un des 26 cantons de la Suisse et de son système fédéral, dont nous apprécions tous les jours sa démocratie directe, Bien sûr, c'est les avantages qu'elle a. Est-ce que vous pensez que l'État français jacobin et vertical pourrait évoluer vers une structure fédérale? Alors, c'est une bonne question. Alors, vous savez, comme vous avez dû remarquer, je suis un bon marxiste. Je veux dire par là que Marx disait que la superstructure politique est la conséquence de l'infrastructure économique. Donc, au 19e, pendant longtemps, vous aviez la forme d'organisation des sociétés créatrices de richesse, c'était des machins verticaux, vous savez, les grandes sociétés d'aciérie, les grandes sociétés de tout ce que vous voulez. Et pour contrôler ces machins verticaux, où le pouvoir descendait du bas vers le haut, du haut vers le bas, pardon, comme ça, les aciéries, les fabricants d'automobiles, les pétrolières, tout ça, c'était des machins complètement... on a créé un immense État, qui était lui-même une immense truc vertical, pyramidal, pour contrôler toutes ces pyramides. Or, aujourd'hui, quand vous voyez des sociétés comme Google, des machins comme ça, c'est des espèces de grosses amibes. C'est pas du tout vert, c'est pas du tout... C'est un machin qui bouge, qui est une espèce d'amibe un peu dégueulasse, enfin, une grosse masse de gelée, comme ça, on ne sait pas trop grave à l'attraper. Et ces sociétés se sont organisées toutes pour échapper à la pyramide étatique. Donc les États ne réussissent plus à se financer. Parce que, miraculeusement, en Europe, les impôts payés par ces sociétés pour l'Europe apparaissent tous en Irlande. Parce qu'en Irlande, ils taxent les sociétés à 12%. C'est ça. Et donc, les autres, ils peuvent toujours se brosser, il n'y a que des coûts en France, il n'y a jamais de rentabilité. Donc, le vrai problème, c'est que la révolution qui arrive, c'est comment va-t-on réussir à passer d'un État pyramidal à un État amibial, qui bouge. J'ai pas la moindre idée, mais les Suédois sont en train d'y arriver. Ils vont déjà dans ce sens-là. Mais ça suppose une baisse des coûts de fonctionnement de l'État gigantesque. Ouais. Supprimer l'État. Donc j'essaie de vous répondre, mais il faut d'abord qu'on change cette structure pyramidale, qui se plante à chaque fois et toujours, qui ne marche plus. Elle n'est plus adaptée au monde actuel. Et les révolutions arrivent toujours. Quand vous passez d'un système de production à un autre, il faut que le système politique change.
C'est bizarre, c'est que moins on veut d'Europe, plus on a d'Europe. Plus ils insistent. Là, c'est la réponse, parce qu'ils sont toujours pareils, si vous voulez. Ils essayent de faire ce qui a marché dans le passé. Mais aujourd'hui, ce qu'ils devraient faire, c'est enlever tout le pouvoir à l'Europe et le donner au canton de Genève. Pas le meilleur exemple. C'est pas le meilleur exemple en Suisse, il y en a qui sont plus intelligents, mais ça serait beaucoup mieux qu'en France. Le canton de Genève, on prend tous les jours. Hein. Oui. Avec Bill Gates et Rockefeller. On a Gavi de Bill Gates. On a Klaus Schwab sous Mais je sais, mais c'est la classe dont je vous parle tout à l'heure. C'est la classe dont je vous parlais tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous avez, vous, Suisses, à recevoir les gens à Davos? Vous devriez organiser un attentat à Davos. Je crois qu'il y a une Je dis pétition. ça, je dis rien. Hein. C'est trop tard. C'est dit. On va demander à Poutine de mettre une petite bombe sur le Davos. Il va jamais le faire. Vous savez, Napoléon disait quelque chose qui était, non, les Chinois, pardon, disent quelque chose qui est très profond. C'est qu'ils disent, ne faites surtout jamais rien quand votre ennemi est en train de faire des erreurs. Ouais. On est en train de se suicider. Pourquoi voulez-vous que Poutine interdise? Absolument. On va se foutre en l'air tout seul. On n'a pas besoin, il n'a pas besoin de nous aider. Hein. C'est à nous de prendre notre destin. Il y a personne ne fera votre place. L'Alliance Galactique ou de tes voisins. Et on a parlé, il y a quelqu'un qui a parlé de M. Hariri ici, ou Hariri, je ne sais plus quoi. C'est le seul bouquin dans ma vie que j'ai pas réussi à terminer. Une histoire de l'humanité, je ne sais plus comment il s'appelait, son premier bouquin. Je l'ai trouvé tellement con que je n'ai pas réussi à le terminer.